Alors, il y a une autre chose que j'aurais voulu évoquer avec vous, qui, en fait, alors c'est un autre, un autre grand dada, et y compris aussi des médias, qui est la santé connectée. Pour avoir demandé personnellement au directeur de l'agence de sécurité sanitaire qui contrôlait le e-santé, c'est-à-dire la santé connectée, c'est-à-dire qu'avec votre smartphone, vous allez analyser votre pouls, votre glycémie, enfin, tout ce que vous avez envie, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de contrôle C'est de l'État. pas tout à fait vrai, s'il y a quand même des hébergeurs de données qui sont certifiés au niveau Oui, et des qui sont applications, transmises ouais. à qui? Là, c'est important de le savoir. Qui sont transmis après, enfin, il y a Qui une sont règle. vendus à qui veut les acheter. Je ne dis rien de plus. La télémédecine et la santé connectée est un souhait très cher des industries de la santé. Pourquoi ? Parce que l'industrie de la santé formate toutes les maladies en amont. Et donc, quand une maladie est formatée en amont, elle n'a plus besoin de médecins pour la servir. Des robots suffisent. Moi, avec mes compétences personnelles, je vais rester modeste, mais avec mes compétences personnelles, je ne veux pas perdre mon temps à doser des anticoagulants, à faire une analyse de glycémie et à dire il faut faire tel médicament après. Un robot peut le faire mieux que moi. Donc cette télémédecine me convient tout à fait pour des maladies qui ont été formatées en amont par le marché de la santé. Le médecin, ce n'est pas ça qu'il a à faire. C'est gérer des données dont chacune a 20, 30, 40 valeurs différentes et 20 ou 30 données différentes par patient. Aucune intelligence artificielle ne saura jamais faire ça. Il a fallu 20 ans pour qu'une intelligence artificielle batte un joueur de Go. Et le Go, par rapport à la démarche diagnostique, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Donc la télémédecine, pour suivre un diabète de type 2 formaté par le marché depuis 30 ans pour arriver à tel résultat qui est de vendre des hypoglycémiants, on n'a pas besoin de médecins pour ça. Et pour répondre aux déserts médicaux, nous avons 10 fois trop de médecins en France, je dis bien 10 fois trop, parce que si les médecins ne font que de la médecine, on a bien trop de médecins. Et nous manquons de médecins parce que précisément, pour ce nouveau formatage des maladies décidées par le marché de la santé avec l'accord des ministères, effectivement, nous en manquons. Donc moi, je voudrais qu'on décharge les médecins de tout ce qui ne sert à rien. Et si les patients veulent se confier à de la télémédecine pour une maladie pour laquelle ils n'ont ressenti jamais aucun symptôme, qui est par exemple le cas du diabète de type 2, ils n'ont jamais su qu'ils l'avaient si on ne l'avait pas dit, effectivement, que ces gens-là aillent voir des robots, c'est pas moi que ça concerne. Pourquoi un tel paradoxe? Première question. D'un côté, une volonté de plus de médicalisation, des urgences débordées, et de l'autre, pas de mobilisation pour défendre notre système de protection sociale. C'est vrai que pendant très longtemps, les politiques notamment, et les principaux acteurs politiques, ne parlaient pas santé. Ils avaient un niveau de culture sur la santé qui tendait asymptotiquement vers zéro. Soyons clairs. Puisque c'est la profession médicale qui, en France, s'est arrogé le monopole du discours légitime sur la santé. Donc, quand un politique devait parler santé, il s'en remettait à la profession médicale. Donc, ils avaient tous leurs experts, leurs grands médecins, le mandarin qui lui parlait, etc. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, avec la crise environnementale, avec aussi les tensions sur les finances publiques, avec aussi, je dirais, une transformation des rapports à la médecine, avec la montée des rapports plus critiques à la médecine que par le passé. Il me semble que de plus en plus, ces sujets de santé s'invitent dans les débats politiques. Et j'en veux pour preuve qu'aux dernières présidentielles, là, en 2017, tous les candidats ont dû prendre position et avoir un programme relativement détaillé sur les questions de santé, ce qui, vous pouvez me confier, parce que moi j'ai étudié ça en longue période en tant que politiste, en tant que chercheur en sciences politiques aussi, c'était la première fois qu'on avait des programmes aussi fournis. La mutualité française, aujourd'hui, clairement, joue contre la sécurité sociale et cherche à remplacer, au moins sur le petit risque, la sécurité sociale. Donc, des débats que j'ai eus avec... Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de substitut aux forces sociales qui défendaient historiquement la sécurité sociale, qui sont en train de faire défection
Voilà. Et donc, effectivement, on est dans un moment, je dirais, de vide politique, où, effectivement, il y a des mouvements politiques qui essaient de s'organiser, des mouvements citoyens. Hein. On a quand même entendu des hauts fonctionnaires au cours de la et dont un est un ami, défendre, proposer, dont Martin Hirsch, le 100% sécu. Débat qu'on n'aurait pas eu il y a encore des années. Donc, je dirais qu'il n'y a pas encore de force organisée pour défendre la sécurité sociale, qu'il y a un vide, et que les forces politiques et citoyennes qui doivent s'organiser pour défendre la Sécu ne sont pas encore suffisamment mobilisées. Voilà. J'aurais deux petites critiques à lui faire qui me retiennent dans sa défense absolue. La première, c'est qu'elle pratique peu la prévention. Elle se contente souvent de rembourser, de payer souvent des médicaments très chers. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les prix soient toujours bien négociés. La deuxième, c'est que ce phénomène a tendance donc à déresponsabiliser les assurés. Je suis couvert, donc je peux faire n'importe quelle bêtise, attraper n'importe quelle maladie, je suis couvert. Bon, je force un peu le trait, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre la sécurité sociale. Mais il faut qu'elle évolue pour essayer d'éliminer ces deux écueils, ces deux critiques. Vous savez que c'est le discours, l'argument que vous venez de dire, c'est exactement le discours de Denis Kessler du MEDEF. Hein. C'est exactement le même. Hein. C'est-à-dire dire il faut empêcher, il faut en gros enrayer la socialisation du risque maladie, en gros l'extension de la prise en charge des soins par la sécurité sociale, parce que ça déresponsabilise les individus. Depuis que la Sécu existe, c'est l'argument principal, on l'a vu au moment du tiers payant. Au moment du tiers payant, quand on a voulu, qui a été enterré en grande pompe, on a dit si c'est gratuit, les gens vont abuser. Ben non, mais évidemment que c'est pas gratuit. Oui, non, mais évidemment que ça n'est pas gratuit, puisque de toute façon, à la fin, comme disait ma grand-mère, c'est nous qui payons. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de gratuit en ce bas monde. Mais je veux dire, c'est toujours, in fine, soit l'assuré social, soit le contribuable, soit le client d'une complémentaire, soit le malade qui paye. À la fin des fins, c'est nous. C'est une de ces 4 personnalités qui va payer. Ça, macroéconomiquement, vous ne pouvez pas y échapper. Mais l'argument que vous venez de dire, c'est l'argument privilégié de ceux qui ont combattu historiquement la sécurité sociale. Moi qui ai travaillé sur les archives de la sécurité sociale, je pourrais vous le dire, c'est-à-dire on trouve exactement mot pour mot dans les années 20, dans les années 30, y compris chez la profession médicale, y compris chez une partie du mouvement mutualiste, l'idée que si on socialise, si on crée la sécurité sociale, ça va déresponsabiliser les individus. Or, on a un exemple clé au moment du tiers payant, je finis là-dessus, au moment du tiers payant, d'abord, il n'est pas vrai que quand c'est gratuit, donc vous l'entendez, qu'il n'y a pas de... On ne paye pas de notre poche, vous voyez ce que je veux dire, même si on paye de notre poche, mais par un mécanisme bureaucratique anonyme, c'est... en fait, au moment de tiers payant, on a dit les médecins, toujours les mêmes, le syndicat de médecins libéraux, etc., les assureurs, etc., les complémentaires santé, ils ont dit ça va déresponsabiliser les individus et on va voir une explosion des dépenses de santé. Alors je rappelle quand même que ça, c'est un débat typiquement français, parce qu'en Angleterre, l'accès aux soins est gratuit et il n'y a pas de surconsommation de soins. Ils dépensent moins que nous. Bon, ils ont des files d'attente, c'est un autre problème. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on a l'expérience de la CMU. CMU complémentaire. On a créé la CMU complémentaire. On a regardé les profils de consommation de soins des bénéficiaires de la CMU complémentaire. Donc, 100% prise en charge à 100%, pas de dépassement d'honoraires, pas d'avance de frais à faire. Donc, le cauchemar de Denis Kessler. Bon, et on a vu l'augmentation des dépenses de soins, effectivement, dans un premier temps, très forte. C'était le but. Et ensuite... le profil de consommation de soins des bénéficiaires de la CMU s'est aligné sur celui des autres assurés sociaux. Donc l'idée que la Sécu déresponsabiliserait les gens est une idée fausse, mais un argument politique fort pour démanteler la Sécu. Les questions des ondes électromagnétiques ne sont-elles pas sous-estimées ? Leurs impacts sur la santé et le développement du tout numérique ne risquent-ils pas d'être le prochain scandale sanitaire dans une société déshumanisée? Puis je me permets peut-être de rajouter aussi les perturbateurs endocriniens qui... voilà. Alors, oui. Allez-y.
Alors, tous les risques sanitaires, il y en a beaucoup, on peut tous les évoquer. Alors, le problème des risques sanitaires, c'est qu'effectivement, il faut prouver qu'il y a un risque. Alors, quand on suppose qu'il y a un risque, on le suppose sur des données, et puis après, il faut faire des études qui sont très complexes, et on a donc des résultats qui tardent, qui sont contestés, évidemment. Mais on a des risques sanitaires qui sont très bien établis depuis très longtemps. Le tabac est le plus grand fléau que l'humanité n'ait jamais eu. C'est le plus grand fléau. Quand on a su que le tabac était très toxique et que les études n'étaient plus contestables, c'était en 1950 exactement. Et il a fallu 25 ans pour que les premières législations anti-tabac arrivent. Et ça fait seulement, je crois, même pas 5 ou 10 ans que le tabac est interdit dans les lieux publics. Une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Donc ça, c'est d'une part le temps qu'il faut pour obtenir des études validées, avec la bonne ou la mauvaise volonté. Après, le temps qu'il faut pour que l'administration, les ministères de santé publique réagissent pour dire ben là, c'est un vrai fléau, on va essayer de le limiter. Et un troisième facteur, le temps qu'il faut pour que malgré la connaissance qui a atteint le public, donc l'éducation sanitaire sur le tabac n'est plus à faire, il n'y a plus personne qui peut dire « je ne sais pas », donc ça c'est important. Les lois sont passées et le temps qu'il faut pour que simplement les citoyens décident de s'arrêter eux-mêmes en sachant que c'est une liberté individuelle qu'il faut respecter. Donc il restera toujours des fumeurs qui accepteront de faire face à ce fléau majeur qu'est le tabac en ayant toutes les données du problème entre les mains. Quand avant on avait des maladies qui frappaient, des maladies infectieuses, les gens ne savaient pas d'où ça venait. Bon, là, ils savent d'où ça vient. Quand ils ont leur cancer du poumon, c'est le tabac. Donc je passe à un autre risque sanitaire. On peut parler de l'amiante, il a été très connu. Ça faisait 50 ans que le problème était identifié. Quand on a commencé à était identifié sans risque possible, sans risque d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Les données scientifiques sont valides. Donc là, vous parlez... les pesticides, c'est pareil, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, il a été beaucoup question dans le film, les données sont validées depuis très longtemps et, comme vous l'avez constaté, le glyphosate continue à vivre sa vie et il ne sera sans doute remplacé que quand les industriels ont retrouvé un produit de remplacement sur lequel nous ne saurons rien s'il est plus toxique ou moins. C'est les grenouilles qui demandent un roi, ils peuvent en avoir un pire. Voilà. Et donc maintenant, vous me parlez des ondes électromagnétiques. Alors là, on peut clore le problème pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée valide sur ce point-là. C'est tout à fait contradictoire dans tous les sens. Donc, mettons qu'en continuant à faire des études, on arrive à avoir dans 10-15 ans des données validées, reconnues par les ministères en disant qu'elles sont toxiques ou qu'elles ne le sont pas. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Personne ne le sait, personne ne le sait, ni moi ni personne. Il faudra de toute façon 30 ans, c'est le délai normal administratif pour les supprimer. Donc je crois qu'il ne faut pas poser des problèmes avant qu'ils soient là. Il faut essayer d'accélérer simplement ce délai qu'il y a entre la connaissance scientifique validée et le moment où les administrations se mettent en branle et le moment où on fait passer le message de l'éducation sanitaire. Oui, je crois qu'on pourrait être d'accord avec vous, docteur, si, comme vous dites, la recherche courait et faisait son travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne cherche pas beaucoup sur ces sujets-là parce que l'État s'est complètement retiré des budgets de recherche et confie la recherche la plupart du temps aux entreprises, aux groupes privés. Et c'est ça le problème. Alors je confirme, vous avez raison. Ça, c'est une réalité forte. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, bien sûr. C'est une réalité forte. C'est que la recherche ne s'oriente jamais vers un sujet qui peut diminuer un marché. Et elle s'oriente toujours vers des sujets qui peuvent augmenter un marché. Ça, c'est clair. Et pour les rayonnements électromagnétiques, l'ARTAC, avec le professeur Belpomme, fait des choses très intéressantes et avance. En tant que génération future, nous sommes effectivement dans la situation qu'on n'a pas de preuves absolues actuellement, mais on a quand même deux choses que je voulais signaler. Il y a les personnes électrosensibles qui nous alertent en disant quand le rayonnement est trop fort, je suis malade, j'ai des maux de tête, je ne suis pas bien. Et effectivement, je crois qu'il faut écouter ça.
même si la recherche n'a pas encore montré que c'est valable pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui sont certainement beaucoup plus sensibles que d'autres, et notamment vous, madame. Le deuxième aspect, c'est que... Vous en connaissez, oui, moi aussi, et c'est vraiment très invalidant dans la société actuelle. L'autre aspect, c'est que ce qu'il nous semble, c'est que ce bain d'ondes dans lequel nous vivons, même s'il ne donne pas de troubles importants immédiats, il a tendance à diminuer notre vitalité et surtout notre immunité naturelle, ne serait-ce que parce qu'il va perturber notre sommeil qui sera moins bon. Et ça, effectivement, ça n'a pas été démontré, c'est vrai. Mais intuitivement... Sur l'addiction, mais ça, c'est pas de l'ordre physique, oui. Non, mais on a parlé du risque Oui. physique de l'onde électromagnétique. Ah oui. Sur ce risque-là, je ne peux pas vous donner de données, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Psychologique. Par contre, si vous parlez de la perturbation du rythme de sommeil par l'utilisation abusive des écrans chez les enfants, nous avons beaucoup de données et c'est clair que c'est très toxique sur ce point-là. Il faut parler de choses précises, hein, c'est important. Hein, voilà. Donc on est bien sur le rythme du sommeil et l'utilisation des écrans par les enfants, c'est une autre catastrophe sanitaire, on va dire, c'est autre chose. Hein, mais le risque physique des ondes électromagnétiques sur le cerveau notamment, puisque c'est là-dessus qu'on a fait la recherche, pour l'instant, mais personne ne peut vous le dire, personne. Il y a plein de données contradictoires. Voilà. Alors, une autre question du public qui aussi a occupé quand même beaucoup les gros titres ces derniers temps. Que pensez-vous des 11 vaccins obligatoires? Donc, je suppose qu'on touche là aussi à l'indépendance des laboratoires et des politiciens. J'ai été un peu discret au début, mais là je suis obligé de parler, parce que c'est des sujets où je reprends du poil de la bête un peu. Non, c'est un sujet, je viens d'avoir un débat avec un des professeurs qui a organisé donc, cette obligation vaccinale avec Madame Buzyn. Alors, il faut dire deux choses sur les vaccins. Les vaccins, c'est la meilleure chose que la médecine n'ait jamais faite depuis que la médecine existe. Et il est probable que nous ne ferons jamais de découverte aussi fondamentale pour gagner de la vie que les vaccins. Ça, c'est la réalité. Alors, j'exagère un peu en mettant tous les vaccins dans le même sac. Il y en a qui sont mieux que d'autres, il y en a qui sont moins bien. Est-ce que vous pouvez être un peu précis pour reprendre C'est comme si je disais tous les médicaments sont bons ou tous les médicaments sont mauvais. Non, il y a des vaccins franchement plus utiles que d'autres et franchement plus efficaces. On pourra rentrer dans le détail après. Si vous me le demandez. En ce qui concerne l'obligation vaccinale, alors comme vous avez vu, je suis excessivement favorable au vaccin, comme tous les médecins, j'allais dire, normalement formés, je suis favorable à tous les vaccins. Et c'est pour cela, j'insiste, c'est pour cela que je suis opposé à l'obligation vaccinale. C'est dur à comprendre ou pas? On attend la suite. C'est dur à comprendre ou pas? Alors, je vais préciser. Chacun gère sa santé. Celui qui fume, fume. Celui qui conduit à 200 à l'heure sur la route va tuer les autres, pas lui, c'est un mauvais exemple. Chacun gère sa santé. Si nous éduquons les citoyens sur deux points, en sachant que les vaccins, c'est important pour empêcher que leurs enfants aient des graves maladies, et d'autre part, qui sont des citoyens civiques, qui ont le sens civique, et quand ils font un vaccin, ils font un acte égoïste et altruiste, nous avons une grande couverture vaccinale. C'est ce qui s'est passé jusqu'à il y a longtemps, lorsque les vaccins étaient confiés aux médecins généralistes. Nous avions 90% de couverture vaccinale sur tous les vaccins, obligatoires ou non obligatoires. Sur la vaccination, alors effectivement, je trouve que c'est tellement bon d'entendre rappeler qu'il y a eu deux grandes inventions médicales, hein, quand même, enfin deux grandes inventions, en tout cas médicales, je ne sais pas si elle est médicale d'ailleurs, je n'étais pas médecin, mais c'est la vaccination et les antibiotiques. Et qu'on n'a jamais rien fait de mieux, et la césarienne, et on n'a jamais rien fait de mieux, je veux dire, en termes de coûts, enfin de bénéfices pour la santé. Je veux dire, bon, ça c'est clair. Alors après, sur l'obligation vaccinale, je pense que là, pour le coup, bon déjà, je suis obligé de constater que, bon déjà, une chose, il y a des vaccins obligatoires et des vaccins pas obligatoires. Et les gens sont persuadés que s'il y a des vaccins obligatoires, c'est que c'est des vaccins utiles.
et que s'il y a des vaccins pas obligatoires, c'est que c'est des vaccins moins utiles, voire inutiles, sans parler de nocifs. C'est complètement faux. C'est complètement faux. En fait, c'est l'État qui a changé dans les années 70 son régime de vaccination, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les responsables administratifs se sont dit c'est plus possible d'être paternaliste et d'obliger les gens à se vacciner. Et donc, on va jouer, justement, on a fait la politique on va responsabiliser les gens, les informer, comme ça, ils se vaccineront. Alors, je constate l'échec de cette stratégie, puisque nous sommes un des pays, les pays latins en général. Hein. Ah oui, mais attendez, laissez-moi parler, parce que vous dites que vous ne parlez pas et vous parlez tout le temps. Non, donc, là, sur les vaccins, je suis obligé de vous couper, pardonnez-moi. Je suis obligé, parce que ce n'est pas un échec de la politique vaccinale, ce sont deux événements médiatiques très importants qui sont la gestion par Kouchner du vaccin hépatite B et la gestion par Roselyne Bachot du H1N1, qui ont provoqué cette augmentation de la méfiance vaccinale qui est passée en gros de 10-15% à 25%. Le problème, c'est que les gens ont du mal à évaluer le bénéfice-risque d'une action, surtout quand c'est leur enfant. Donc, il y a une prime qui est donnée aux marchands de doute, à ceux qui vont, en quelque sorte, majorer le risque et diminuer les bénéfices. Alors, il y a eu, effectivement, toutes des campagnes de vaccination. Je rappelle que même les professions médicales, vous savez, il y a un chiffre que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est que dans des services de maladies infectieuses, 14% seulement des professionnels sont à jour de leur vaccination. C'est-à-dire que les professionnels eux-mêmes, qui sont censés être quand même informés de l'utilité des vaccins, se vaccinent eux-mêmes très peu. Et quelle est la cause alors? Est-ce que vous la connaissez? Je parle d'adultes. Je dis simplement que vous me dites que l'information va permettre d'augmenter la couverture vaccinale. Oui, non, mais c'est intéressant de savoir du coup pourquoi dans les attendez, établissements... je finis ma démonstration. Allez-y. Je dis simplement que des gens qui sont très bien informés, comme les professionnels de santé qui ont appris ça pendant leurs études de médecine, se vaccinent eux-mêmes très peu. Il faut arrêter de penser que les gens sont une espèce de cire molle sur laquelle des campagnes d'information ou d'éducation viendraient imprimer des bons raisonnements, des bons réflexes ou des bons comportements. Non, les gens, en quelque sorte, interprètent, filtrent, sélectionnent l'information qu'ils reçoivent. Or, il me semble qu'il y a une prime qui est donnée aujourd'hui par les médias, notamment, pour faire du buzz. Je dis simplement que l'obligation vaccinale, c'est une bonne chose. Par contre, ce qu'il faut, c'est rétablir la confiance dans la sécurité des vaccins qui a été entamée par, effectivement, les différents scandales médicamenteux. Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'ai dit les vaccinations sont la meilleure chose. Et je vous ai dit, j'ai tort de dire ça parce qu'il faut prendre les vaccins un à un. C'est comme si j'avais dit tous les médicaments sont bons ou tous les médicaments sont mauvais. Et effectivement, il y a des différences entre les vaccins. Alors, il y a plusieurs types de différences entre les vaccins. Et d'abord, il ne faut pas confondre vaccin et vaccination. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir un très bon vaccin et rater une vaccination. Et on peut avoir un mauvais vaccin et réussir une vaccination. Si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai après, mais la différence est très importante. Alors, le vaccin contre la grippe est un très mauvais vaccin. C'est le plus mauvais de tous les vaccins en tant que vaccin. C'est-à-dire qu'il couvre à peu près 30 à 40% des personnes à qui il est il est donné. Un vaccin contre le tétanos couvre 98 ou 99% des personnes. C'est un bon vaccin. Un vaccin contre la polio, c'est 99%. Donc il y a des bons vaccins. Le BCG était un assez mauvais vaccin qui n'atteignait pas 50%. Donc c'était plutôt pour un vaccin, si on est en dessous de 80-85% d'efficacité, on n'est pas un bon vaccin. Vous me demandiez, vous avez parlé de la grippe, donc je suis d'accord avec vous. Je ne me fais pas vacciner contre la grippe. Oui, je ne fais pas vacciner contre la grippe. Après, il y a la différence adulte-enfant. Quand on met les vaccinations obligatoires, ce que veut faire Agnès Buzyn, c'est sur les enfants que c'est obligatoire. Parce que les vaccinations sont beaucoup plus efficaces quand on les fait chez les enfants. Et elles perdent de l'efficacité au fil des ans. Et les adultes, effectivement, je confirme ce qu'a dit notre ami ici, que le personnel de santé est très mal vacciné. C'est une vérité, c'est vrai, pour deux raisons. Parce que d'abord, ils sont adultes et que beaucoup d'adultes sont très mal vaccinés. Beaucoup d'adultes ne se revaccinent pas. Donc c'est comme ça. C'est les adultes qu'ils ont acquis, de par leur vie
de 30, 40, 50 ans une immunité sur beaucoup de maladies. Donc, ils ont moins besoin de vaccins que n'en a besoin un enfant, tout simplement. Donc, et ça, le personnel de santé le sait qu'il est immunisé contre beaucoup de maladies naturellement. On s'immunise contre beaucoup de maladies naturellement. Donc, l'obligation ne concerne que les enfants, évidemment, et c'est eux qu'il faut protéger, évidemment. Parce que la mortalité par maladie infectieuse de tout temps dans tous les pays n'a concerné pratiquement que des enfants. Je vous propose de clore ce débat. Donc je vous remercie pour votre attention. On a brossé quand même, on est allé assez loin. Et puis donc maintenant, je crois qu'au Cocteau Molotov donc va prendre la suite slamant. On voudrait vivre aux éclats. Pour que le monde, ce vaste hôpital, résonne des échos de joie. On voudrait vivre aux étoiles, changer son regard pour qu'elle n'ait plus peur du noir. On voudrait vivre au débat pour que les députés trouvent mieux que des lois, mais des solutions contre les pollutions tout autour de nous, de moi, de toi. On voudrait vivre comme une abeille qui virevolte de fleur en fleur dans le soleil, ou tranquille d'un bon sommeil comme un appareil en veille. On voudrait vivre léger, légère, comme un enfant de Marseille qui respire 15 000 litres d'air. On voudrait vivre en pleine santé, loin du système, des particules fines, des fumées d'usine qui donnent le cancer. On voudrait vivre une vie pleine d'espérance, loin des lobbies qui polluent la France, des leucémies qui touchent l'enfance. On voudrait vivre un rêve de riverains des vignes et des vergers, un rêve de voir les arrêter, vraiment arrêter ce qui vient infecter les potagers. Un rêve de débat où tout le monde a le même avis. Parce que les moyennes, c'est bien gentil. Le rêve d'une vie où plus on en veut, plus on en a. Bon, là, c'est déjà le cas. On voudrait du partage, pouvoir fermer Fos-sur-Mer sans créer de chômage. On voudrait vivre 125 ans sans traverser de déserts médicaux, ni tomber dans le trou de la sécu ou déprimer à cause de la morbidité vécue. On ne voudrait pas mourir de quelque chose, on voudrait mourir d'autre chose. On ne veut plus de la banalité, de la rentabilité. On voudrait être vacciné contre la société. On voudrait s'en foutre comme un médecin du déficit de la SNCF. Ne pas se responsabiliser, quoi qu'en dise le MEDEF. On ne veut pas faire partie des 5% vraiment malades, ni des 100% de cette classe d'âge mortelle. On voudrait vivre dans le meilleur, rapport coût-bénéfice, qu'on rembourse notre bonheur, nos pilules de phytothérapie qui s'appellent Love and Peace. Vivre sans un gramme de graisse, sans trace de détresse, sans stress dans la glace, sans tension dans les finances publiques. Vivre loin des technocrates qui inspirent les politiques. Vivre comme un citoyen solide qui peut établir le diagnostic démocratique à partir d'une information claire et lucide. Bon, en attendant un peu que les données scientifiques se valident. Un citoyen qui veille au salut de la Sécu et qui, pour faire du sport, prend un élu et le secoue. Vivre aux éclats, en ayant la possibilité de faire des choix, sans retardateur de flamme dans le convertible, sans avoir à prêcher des convertis. Vivre dans une action individuelle collective, en suivant une thérapie conventionnelle alternative. Unir les contraires, bannir les contraintes. La mère nature est bonne, et quand la flore déconne, vivre pour une santé au chlordécone connecté. Vivre bio pour pas aller voir un robot au moindre bobo. Vivre sans se priver et sans privatiser. Vivre aux éclats, aux excès, sans AXA. Oui, vivre à l'excès, à 100% sécu, ou plutôt si sécu à 100%. Vivre au milieu des risques sanitaires, des fléaux qui n'ont pas encore été découverts.
Vivre aux éclats dans un coup de tabac, anticiper, poser les problèmes avant qu'ils ne soient là. Vivre dans de bonnes ondes, qu'on soit électrosensible ou qu'on aille aux nuits sonores parce qu'on est sensible à l'électro. Vivre bien au chaud, sous une bonne couverture vaccinale. Vivre sans obligation, on a le droit de se faire du bien, on a le droit de se faire du mal. Vivre comme un cordonnier mal chaussé, comme un médecin non vacciné. Vivre comme un filtre à particules, comme un filtre à information, comme un filtre d'amour qui n'est ni contre ni pour. Vivre aux éclats, même si on n'a plus confiance. Suivre un débat où tout s'affirme avec peu de nuances. Vivre sans se prendre en grippe. Vivre aux éclats, parce que la vie est une merveille, mais en n'oubliant pas qu'à la fin, c'est nous qui payons. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Christine, bravo Christine. Et Bertie, bravo, merci. Merci pour tout ce que vous faites.